Il y a 100 ans, les bibliothèques bénéficient d'une reconnaissance par l'État grâce à la loi d'Estrée. Un siècle plus tard, comment ont évolué les bibliothèques et le travail qui y est effectué ? Nos bibliothèques ont toujours évolué avec les nouvelles technologies. Donc, elles ont toujours suivi un petit peu aussi l'actualité. Donc, j'aime toujours dire que les bibliothèques, elles existent depuis 2000 ans et qu'avec toutes les nouvelles choses qui ont été inventées, même plus de 2000 ans, avec toutes les nouvelles choses qui ont été inventées, elles sont toujours là et donc elles resteront toujours là. Les bibliothèques évoluent et ont évolué par rapport à moi, enfant usager de bibliothèque, et aujourd'hui où j'y travaille. Moi, ça ne fait que 6 ans que je travaille en bibliothèque. Mais si je regarde à l'aune de mon grand âge l'évolution sur une quarantaine d'années, il est très clair qu'entre il y a 40 ans où on trouvait déjà dans des bibliothèques très modernes, outre le service de prêt de retour de livres, quelques animations souvent pour les enfants, à l'heure d'aujourd'hui, la bibliothèque est vraiment devenue un lieu d'échange. On prête aussi bien des livres que des graines dans les grainothèques sur la ville de Bruxelles. Je sais que certains collègues prêtent des ustensiles de cuisine. Ce qui a beaucoup évolué aussi, c'est ce qu'on appelle le troisième lieu. Donc nos bibliothèques s'ouvrent de plus en plus aux gens qui vivent dans le quartier, qui vivent autour d'elles. Donc les bibliothèques maintenant, c'est toujours, et ça restera toujours un endroit où on vient chercher des livres et où on lit des livres et des magazines, mais c'est aussi un endroit où on peut venir pour utiliser les ordinateurs. C'est un endroit justement où les jeunes peuvent venir étudier dans le calme quand c'est pas possible chez eux. C'est un endroit où aussi, par exemple, on a des professeurs particuliers qui donnent rendez-vous à leurs élèves, parce que c'est un lieu neutre. Donc c'est ça le troisième lieu, c'est un endroit qui n'est ni la maison ni le travail, mais qui est un lieu où on peut se rencontrer pour vivre. Et donc l'autre grande évolution par rapport au grand cliché, c'est que non, les bibliothèques ne sont plus du tout silencieuses, et que oui, on peut parler dans une bibliothèque, et oui, on peut même écouter de la musique. Enfin, les bibliothécaires peuvent éventuellement diffuser de la musique dans la bibliothèque, toujours dans le respect évidemment de chacun, mais voilà, les bibliothèques évoluent avec leur temps, et les bibliothèques, je trouve, de plus en plus s'intègrent dans leur quartier. Donc ça devient de plus en plus un lieu intégrant et intégré dans le quartier. Quand il n'y avait pas Internet, effectivement, on était le lieu de ressources. Mais pour moi, il l'est encore plus qu'avant, puisque tout à l'heure, je parlais de proximité, de soutien aussi, d'accompagnement, de médiation. Et donc là, je pense qu'on doit vraiment être dans la médiation, quoi. Ça, c'est hyper important. C'est quelque chose, peut-être qui existait moins avant, en tout cas, de mon point de vue. Et puis, forcément, il y a des usagers qui viennent pour d'autres usages chez nous. Avant, c'était uniquement peut-être pour emprunter des livres. Maintenant, c'est pour participer à des conférences, des activités, ou simplement pour venir consulter Internet. L'espace EPN aussi qui casse un petit peu la fracture numérique. C'est l'espace où les gens ont un accès à Internet, ont accès à Word par exemple pour faire une lettre pour un CV ou même carrément un CV. Il y a des formations aussi qui se donnent dedans pour aider les gens à utiliser Internet et les autres outils informatiques en fait. Donc les bibliothèques au cours des 20 dernières années, plus ou moins depuis 20 ans en fait que je travaille en bibliothèque, donc là je peux parler de quelque chose que je connais, elles se sont adaptées à l'environnement à la fois sociétal et technologique. Quand moi je suis arrivée ici, il y avait encore des fiches papier, donc on est arrivé vraiment au début de l'informatisation. Évidemment l'électronique, surtout le numérique, qui a pris un très grand pas après les années 2000. Moi je suis arrivé ici en 98 et on a commencé à informatiser le prêt. Les lecteurs ont découvert depuis certainement une dizaine d'années, dans des bibliothèques un peu plus importantes, ils ont découvert ce qu'on appelle des bornes de prêt, c'est-à-dire que les lecteurs peuvent emprunter, rapporter les livres eux-mêmes. Ils doivent plus spécialement passer par un comptoir de prêt. La question du numérique en bibliothèque se pose beaucoup.
Ces derniers temps, on a eu l'apparition des liseuses et des tablettes. Et donc beaucoup de gens pensent que c'est la fin des bibliothèques, que les gens ne liront plus de livres papier et n'iront plus en bibliothèque. Moi, en tant qu'ancienne responsable du développement numérique pour une bibliothèque, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est juste une autre façon de lire. Il faut savoir aussi que dans nos bibliothèques, on prête des livres au format numérique. Donc on emprunte une liseuse pour 3, 6 ou 9 semaines. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne un peu plus en période de vacances, évidemment. Mais les gens peuvent, et souvent, ce qu'ils veulent, c'est tester avant d'en acheter une. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un service que l'on rend. Et bien souvent, ils vont acquérir effectivement une liseuse par après ou se rendre compte que ça ne correspond pas à leur fatigue visuelle ou autre, etc. C'est juste pour moi une autre façon de lire, mais c'est pas la fin des bibliothèques. D'ailleurs, les gens qui utilisent les liseuses déjà sont des lecteurs et viennent toujours en bibliothèque. Quand maintenant on voit les ressources numériques, par exemple, qu'on peut offrir au public par le biais de la presse quotidienne, hebdomadaire, tout à fait gratuitement, je trouve que ça c'est vraiment une grosse évolution par rapport à ça, quoi, hein. Et puis il y a aussi des applications livres et des applications de livres augmentés. Donc il y a vraiment des choses qui se font autour du numérique pour les gens et je pense que c'est toujours important dans une bibliothèque. Je pense aussi que c'est important de les avoir dans les bibliothèques. Il ne faut pas faire passer outre et ne pas avoir ce genre d'outils dans nos bibliothèques parce qu'alors on se ferait dépasser. Les animations qu'on peut axer autour du numérique, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé notre vie. Même chose pour les tablettes. Alors les tablettes c'est un peu différent puisque c'est plus un aspect ludique. Eh bien on inclut ça dans nos bibliothèques sous forme d'animation. Donc à l'Aken, on a créé les après-midi où on présente des jeux vidéo issus d'une recherche vraiment et d'un test par les bibliothécaires. Je pense qu'on pourrait même aller au-delà. Nous, c'est ce qu'on a commencé à faire avec des Fab Labs extérieurs et on va continuer avec les enfants, c'est des animations sur le codage par exemple. Ça, c'est, voilà. On a des livres sur le sujet, on a les PC, on a la compétence d'un collègue qui va le faire parce qu'on ne peut pas du tout être en dehors de la société. Le numérique fait partie de notre vie et nous on est là en accompagnement et en médiation par rapport à ça. Donc s'il fallait définir le métier de bibliothécaire, je dirais que actuellement c'est un métier qui est en forte évolution à différents niveaux. Donc on se rend compte quand même que les publics ont des demandes de plus en plus variées. Le travail en bibliothèque, ça demande beaucoup d'empathie, ça demande d'aimer le public. Alors travailler dans une bibliothèque, c'est déjà avoir beaucoup de contacts, soit avec les collègues, le public surtout. Bien avoir en tête qu'en fait l'accueil du public c'est vraiment au centre de notre métier. Même si on dit souvent que les bibliothécaires sont très timides et n'aiment pas les gens, alors ça c'est les grands clichés. On sent que les gens ont besoin de contact et ils s'adressent très souvent aux bibliothécaires, préfèrent un être humain qu'une machine pour les renseigner, pour les diriger. Surtout dans les rayons, parce que parfois ils s'y perdent. La face visible, c'est naturellement, quand on est au comptoir de prêt, à répondre au lecteur pour la disponibilité ou pas des documents. Le métier de bibliothécaire, il est assez méconnu. C'est un métier vu de l'extérieur qui n'est que lire des livres et ranger des livres et prêter des livres aux usagers, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, il y a tout l'aspect back-office qui est quand même assez conséquent, dont on n'a pas toujours idée. Je pense que tout le travail autour des collections, ils disent peut-être, voilà, on achète des livres comme ça, est-ce qu'ils pensent que ça a été réfléchi, qu'on doit faire une analyse quand même sur la qualité, sur la diversité de nos propositions. Il y a tout d'abord la réception des livres, avant la réception, la commande des livres, puis sa réception. Donc on doit vérifier chaque livre et vérifier qu'il est correct avant de pouvoir faire son encodage, donc pouvoir le traiter informatiquement. Puis il y a la plastification que je viens de faire. Parfois c'est fastidieux parce que quand on a des livres avec des découpages dans les couvertures et autres, ça prend quand même un temps. Et puis nos doigts souvent s'en souviennent. Les lagages, par exemple, ce sont une opération ce qu'on appelle de désherbage, puisqu'on ne peut pas laisser les rayons enflés à l'infini.
Et ces livres-là sont élagués, donc enlevés des rayons, non pas détruits, mais envoyés en réserve. Dans la bibliothèque, on va trouver des animations familiales pour adultes ou pour enfants, sous forme de jeux, sous forme de conférences, sous forme de tables rondes, voire de signatures d'auteurs. Donc en fait, le bibliothécaire, il se doit surtout d'être polyvalent. Je crois que c'est la meilleure définition. C'est ce qui vraiment caractérise le métier à l'heure d'aujourd'hui. Même chose quand on fait des conférences, eh bien, il faut trouver les conférenciers, il faut prendre les contacts, il faut organiser, il faut faire la promotion. La promotion, c'est quelque chose de très important, qui est aussi quelque chose Alors, on voit les affiches dans la bibliothèque, mais il faut les faire, ces affiches. Et ces affiches, elles sont faites par les bibliothécaires. Il y a aussi toute la préparation des conférences, des bibliographies qu'on fait pour les conférences et autres. Tout ça, c'est un travail assez conséquent. Le fait aussi de mener des projets, parce qu'ils vont voir, voilà, tiens, oui, chouette, il y a des lectures aujourd'hui, mais ils n'ont peut-être pas vu qu'il a fallu chercher un animateur, va falloir budgétiser, qu'on ait l'accord de ces budgets. Toute cette partie-là, en fait, tout ce qui est préparation. J'ai organisé ici une murder party avec une quarantaine d'usagers, ou un grand Cluedo Alice géant avec, on a eu, je pense, 120 participants, qui nécessite presque un an de travail. Alors évidemment pas à plein temps, hein, mais avec toute une partie communication, logistique, des costumes, des objets, prévoir le budget, etc. Tout le travail en amont vraiment de contact. Ça, c'est hyper important, je pense qui n'est pas vu. Alors, il y a encore parfois une image un peu erronée du métier de bibliothécaire. On voit encore comme des vieilles avec des chignons qui interdisent tout, qui demandent le silence. Et aussi, on ne sait pas encore qu'on est des professionnels, qu'on a besoin d'un diplôme, en fait. En tout cas, il y a encore un pan de la population, on a parfois des remarques ici, ou des gens qui veulent poser leur candidature et qui ne se doutent pas qu'on doit faire des études, en fait. Ils ne voient pas la complexité du métier. Côté technique aussi du métier, ça, ils ne le voient pas du tout. Ce qui, je pense, surprend le plus les gens, c'est le fait de savoir qu'on est une cinquantaine à travailler dans ce bâtiment, alors qu'ils n'ont affaire qu'à 2 personnes ou 3 au comptoir adulte et 2 en jeunesse et éventuellement une personne au téléphone. Alors que derrière, il y a tout un tas de petites mains qui œuvrent pour que ça soit possible. Et puis, c'est dire aussi qu'on a encore une des dernières institutions où tout ça se fait à titre gratuit, où on peut finalement leur mettre dans les mains tout le savoir possible imaginable, et pas forcément rester dans quelque chose, le savoir avec un grand S, et bloquer les gens par rapport à ça, pas du tout. Ils doivent vraiment, je pense, tirer du plaisir de ce qu'ils vont découvrir ici, du partage qu'ils vont avoir. Moi, quand je vois un sourire chez les lecteurs, les yeux qui brillent, on nous remercie parce que franchement, ça a changé leur vie. Ça, c'est une vitrine qu'on change régulièrement, hein. Au niveau des saisons, par exemple. Ici, particulièrement, c'est Sophie qui l'a décoré sur le thème qui est l'alimentation. Parce qu'il y a un projet alimentation, hein, bon, le Centre de littérature de jeunesse est coordinateur. Ici, il y a une bibliographie qui a été créée autour du thème. Et donc, on a mis les livres sur le sujet. On a mis des jouets qui appartenaient à mes filles. Et alors, tous ces légumes-là, en fait, ont été fabriqués par Wendy, notre collègue. C'est un peu une vitrine au sens propre et figuré de ce qu'on peut proposer dans notre section, quoi. Je m'occupe particulièrement à la bibliothèque des Riches-Clercs du pôle philo, donc de nouvelles pratiques philosophiques. Donc, il s'agit de pratiquer le débat philosophique avec des enfants. Le pôle philo propose quelque chose comme 1300-1400 ressources. Et récemment, le pôle philo du Centre d'action laïque de Wavre a mis en ligne des fiches d'animation philo, clés en main, que l'on peut trouver gratuitement, mais qui nécessitent pour certaines d'entre elles du matériel. Et il y en a 3 qui nécessitent des marionnettes parce qu'en fait, elles s'adressent aux enfants de 4 à 6 ans. Et donc, on va se servir d'une de ces marionnettes qui est une simple marionnette chaussette et pour laquelle on est en train qui ressemble à, on a trouvé un espèce de tête d'escargot rigolo, et donc on est en train de lui fabriquer un sac coquille, donc on va se servir de fabriquer un gros tote bag coquille d'escargot dans lequel on pourra mettre un livre, et donc quand on arrivera pour faire l'animation avec les enfants, nous serons accompagnés de notre marionnette qui amènera un livre dans sa coquille, qui leur dira qu'il leur a amené un cadeau, une histoire à lire, et c'est de là que nous partirons pour instaurer le débat philosophique. Donc j'en fabrique 3, ce qui fait que quand les praticiens de terrain vont venir ici et emprunter la petite mallette avec le livre, tout le dispositif
dispositifs pour faire l'animation, etc., ils peuvent emprunter aussi la marionnette. Moi, je leur propose juste de tester avec nos marionnettes, nos dispositifs, et ensuite de pouvoir aviser. Alors moi, personnellement, dans le métier que je fais aussi beaucoup de rencontres avec les autres bibliothécaires, puisque je suis responsable de la bibliothèque d'Appuy. Et donc, les bibliothécaires de la région bruxelloise, les bibliothécaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les bibliothécaires francophones, donc luxembourgeois, français, mais aussi les bibliothécaires du monde entier. Et pour garder contact comme ça, j'assiste à des congrès. Donc je vais à l'étranger suivre des congrès qui durent 3, 4 jours, voire une semaine. Je trouve que c'est très important de s'inspirer de ce qui se passe bien dans les bibliothèques du monde entier. Les sacs mystères. Alors, une fois par an, donc pendant les grandes vacances, on prépare des sacs avec un thème où on met 4 ou 5 ouvrages dans le sac par rapport à ce thème. Donc le thème, on essaye d'être un petit peu vague quand même s'il y en a où on sait ce qu'on va trouver dedans. Et donc en fait, les personnes empruntent ces sacs par rapport au thème qui est noté dessus, mais ils ne savent pas les livres qu'ils vont découvrir dedans. Donc c'est tout à fait, voilà pourquoi le mot mystère dans les sacs mystères. Alors, le Bibelaire, c'est donc un petit magazine qu'on édite 4 fois par an, qui reprend toutes les activités des bibliothèques de la ville de Bruxelles. On a un agenda au milieu. Si on a des activités vraiment particulières, on en parle. Et puis, on a des articles récurrents, comme par exemple, ils sont passés par Bruxelles. Donc, des grands artistes, que ce soit de cinéma, de théâtre, de littérature, des peintres qui sont passés par Bruxelles. On a un petit article là-dedans. Je tiens une rubrique, la rubrique Eureka, qui concerne les sciences. C'est un domaine en bibliothèque. Et puis d'autres lectures, des recensions d'auteurs belges que j'ai fait, une poétesse notamment récemment. Ouais. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime bien. Je cherche un auteur qui me plaît, donc je prends l'auteur, et puis je le lis, je fais un résumé, et donc les personnes qui se chargent du Bibelaire le recadrent, enfin, le mettent dans la revue. On a toujours eu une lettre d'info sous une forme ou sous une autre. Et puis avec l'évolution des technologies, on est passé sur Publisher. Et puis on a eu InDesign, on s'y est intéressé. Et donc on s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de vraiment beau et qui ressemblait à quelque chose dont on pouvait être très très fier. Et donc le Bibelaire est né comme ça. Il y a encore moyen de faire plein de choses, hein, mais voilà, accueillir des ateliers philo, aller faire des prêts, des lectures en prison, dans les homes. Voilà. L'ouverture, c'est l'extérieur et l'extérieur qui rentre en bibliothèque. C'est une recherche constante, c'est vraiment très, très gratifiant, en tout cas, comme métier, pour moi en tout cas. Donner une autre image des bibliothèques. Ça, c'est quelque chose où on va de l'avant en termes de communication, donc de coups de proposition. Moi, je trouve qu'il faut être là où on nous attend pas et pouvoir mener des actions en bibliothèque un peu inattendues, effectivement. Il faut absolument s'ouvrir au monde et voir ce qui se passe.